jüdische Monde. Es ist nicht ein besseres Volk geworden. Maurice Jakubowicz, c'est vraiment très gentil de nous accueillir. Vous avez répondu favorablement à la notre demande qui est faite au nom de l'Association de défense des valeurs de la résistance qui fait un travail que vous connaissez sur la mémoire. Et donc, en tant que... Bon, je pense que ce serait intéressant que vous nous parliez un petit peu de ce que vous avez vécu, vous, en tant qu'enfant, enfant caché, forcément. Qu'on revienne un peu aux racines, on parlait tout à l'heure en off de votre famille. Donc elle est originaire de Piotrków, si je le prononce correctement. Pour mon père, oui. Pour votre père, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ces racines-là? C'est ce que j'allais proposer, quand même, dire un peu d'où je viens, quoi. D'où nous venons de cette tribu Jakubowicz. Jakubowicz, on doit dire en polonais, fils de Jacques, de Jacob, tout simplement. Alors, commençons par ma mère, par exemple. Ma mère, Faiga Liba Danziger, son nom de famille, Danziger. Alors, ça ressemble à Danzig, on peut dire qu'elle est originaire de Danzig, mais en fait pas du tout. Mais ça, c'est l'histoire des patronymes, des noms juifs ashkénazes, c'est toute une histoire dans laquelle je ne vais pas entrer. Mais c'est bien le nom qui a été donné à partir d'un moment dans l'histoire, vers le 18e, vers 1830. On a donné des patronymes aux familles juives qui autrefois s'appelaient, comme dans beaucoup d'autres ethnies d'ailleurs, par leur prénom, fils d'eux, etc. Et pourquoi on a fait ça? Tout simplement parce que le pouvoir, c'est une façon de parler, hein, le pouvoir russe, parce que la Pologne était la partie de la Pologne qui était sous domination tsariste, elle s'était mise à la mode moderne et ils exigeaient des états civils. Donc, pour moderniser le fonctionnement de la machine bureaucratique, il fallait faire comme dans tous les pays modernes, avoir des noms patronymiques. C'est venu à ce moment-là. C'est passé chez nous aussi à peu près au même moment. Hein. Oui, peut-être plus tôt, mais ça s'est produit dans beaucoup de pays. Je vous demandais ça parce qu'en Espagne, ils ont dû changer les noms, mais c'était bien à cause des choses bien différentes. C'est parce que conserver leurs noms était synonyme d'être juif et il fallait les cacher. Les marranes, ils ont dû changer des noms avec des noms espagnols. Donc les juifs qui poursuivaient leur foi. Ce n'était pas la même cause pour... souterrainement, oui. D'accord. Bon, en tout cas, ma mère, Faiga, ça veut dire petit oiseau. Liba, c'est amour, ça c'est des prénoms typiquement yiddish, Danziger. Elle est née en 1905, pour situer les choses. Elle-même, donc, elle perd sa propre mère très jeune, à l'âge de 2-3 ans. Il y avait des problèmes de santé très graves de ce côté. Bon. Et elle est d'une famille de 3-4 enfants. Et vers 1927, donc elle est âgée de 22 ans environ, parce que je n'ai jamais retrouvé l'acte de naissance de ma mère. Mais par recoupement, je pense qu'elle est vraiment née en 1905. Donc à l'âge de 22 ans, et à la suite d'un frère à elle, qu'on appelle Yankel, son prénom, qui a émigré en France, qui s'est retrouvé dans le 20e arrondissement, tout ça c'est pas le hasard non plus, et ce frère aîné la convainc d'émigrer à son tour. Et donc elle va se faire des papiers pour pouvoir émigrer. C'est à ce moment-là qu'on lui invente une date de naissance. Et à ce moment-là, son propre père, qui est encore vivant, qui s'appelle Berek Jakubowicz, Danziger, Berek, l'accompagne. C'est une jeune fille juive, il l'accompagne à la mairie. C'est là qu'ils établissent des papiers. Elle n'avait pas d'acte de naissance. En Pologne, il arrivait fréquemment chez les juifs, on déclarait les enfants au rabbin, les naissances entre autres, mais pas forcément à la mairie polonaise. Vous voyez, c'était le cas de ma mère. Il n'y avait pas d'acte de naissance
On n'en a jamais retrouvé dans les archives quand plus tard j'ai fait des recherches. Et donc, son propre père l'accompagne à la mairie et là, il négocie. Il dit, mais quand est-ce qu'est née votre fille? Il faut bien qu'on note une date de naissance. C'est là qu'il invente. Il dit qu'elle est née en 1901. Pourquoi? Parce que on lui a dit, à l'époque, il y a des problèmes de visa et tout, on lui a dit que c'est plus facile d'immigrer si on est un peu plus âgé. Qu'elle était un peu trop jeune, qu'elle risquait un refus de visa. Donc il lui invente une date de naissance. Et il l'a vieillie. Donc officiellement, elle va avoir des papiers toute sa vie, où on dit qu'elle est née en 1901, alors qu'elle est née en 1905. C'est quand même 4 ans d'écart, c'est pas négligeable. Donc elle arrive en France, et là, elle est d'une famille modeste. Son père, Bérec, il était artisan, il fabriquait et réparait des objets religieux dans le petit village où ils étaient nés. Le village s'appelle Jedlinsk. C'est un village où il y a 30% de juifs, comme ça arrive assez souvent. Et c'est une bourgade, à majorité catholique. Et il exerce, lui, le père, la famille est là. Mais très jeune, ça j'en profite pour le dire, très jeune, à un moment donné, quand elle a 7 ou 8 ans, donc vers 1913, brusquement leur maison prend feu. C'est pas un acte antisémite, enfin personne ne dit ça, ça aurait pu, mais ça n'est pas le cas. C'est un accident. Les chaumières qui les habitaient, les pauvres juifs dans ces villages étaient assez rudimentaires, souvent avec un toit de chaume. Et s'il y avait un problème dans la cheminée, vous voyez, la maison pouvait prendre feu. Et à l'époque, les pompiers étaient incapables, n'avaient pas les moyens de sauver la maison, quoi. Donc elle s'enfuit. Et heureusement, ils ont de la famille à Radom, qui est une grande ville, qui est à 15 km du village où elle habitait. Et à partir de là, donc de l'âge de 8 ans jusqu'à son départ pour la France, à 22 ans, elle va habiter Radom, qui est une ville moyenne, où il y a à peu près 30 000 juifs. Très, très forte minorité de juifs. À peu près 30% de la population. C'est beaucoup. Donc voilà, donc ma mère, donc, quand elle arrive en France, elle est d'une famille, comme j'ai dit, pauvre, elle aidait à la maison, elle est allée très peu à l'école, peut-être 2 ou 3 ans, pas plus, dans l'école catholique. Elle a peut-être mis les pieds un tout petit peu à l'école juive, mais elle a vraiment un très faible niveau. Donc elle sait à peine lire, elle ne sait pas écrire, elle sait un tout petit peu lire. Voilà. Et bien sûr, elle parle polonais parce que elle est née en milieu polonais, dans la partie juive d'un village polonais. Et puis elle parle surtout le yiddish, qui est la langue normale dans les familles. Le yiddish. Donc quand elle arrive en France, elle cherche à travailler. Son frère aîné se débrouille pas mal, s'est établi, il travaille, il a une toute petite entreprise de tricot dans le 20e arrondissement. Et elle travaille dans des petits ateliers de couture. Dans le 20e, il y avait plein de petits ateliers partout. C'était très vivant, y compris cette partie du 20e où elle se retrouve. C'est à peu près le quartier à Amandier, Ménilmontant, Père-Lachaise. Elle se retrouve par là. C'est là qu'habite son frère. Et puis, c'est là qu'elle va rencontrer mon père. Alors, mon père, je reviens du coup à mon père. Alors, mon père, donc, c'est Abraham Jakubowicz, deuxième enfant d'une famille juive assez croyante. Son père, le père de mon père, c'est-à-dire mon grand-père paternel, était ce qu'on appelait un tzaddik. Un tzaddik, ça veut dire un sage. Alors, il n'est pas rabbin, mais il a de très bonnes connaissances sur la religion. Il est conseiller pour les affaires juives, à la fois religieuses, sociales de la communauté juive, en tout cas à l'endroit où il vit. Et c'est même au point que, quelquefois, même des goïs, c'est-à-dire des non-juifs de son quartier, viennent lui demander conseil. En même temps, ce grand-père paternel, donc, il tient une épicerie, lui. Il a une situation sociale qui n'est pas misérable, pas du tout. Il tient une épicerie générale comme ça se faisait beaucoup, donc dans la ville de Piotrkov.
Alors Piotrków, c'est une ville qui est pas trop loin, à 45 km de Łódź, pour fixer un peu les choses. C'est une ville moins importante que Radom, une ville petite, moyenne petite. Et puis voilà, donc, alors mon père, c'est le deuxième enfant d'une famille qui va en compter 9. Et vers 1921, les 9 enfants sont déjà nés, donc c'est une famille très nombreuse, mais pas misérable, puisqu'il y a quand même ce commerce. Et le commerce n'est pas dans un quartier juif, il est dans un quartier mixte où il y a aussi bien des non-juifs, des goïms comme on dit, et que des juifs. Et ils vendent à tout le monde, hein, les clients sont aussi bien juifs que non-juifs. Et mon père, on est vers 1921, il est né en 1902, lui, ça c'est officiel. J'ai retrouvé avec du mal, mais j'ai retrouvé son acte de naissance. Donc vers 19... Alors, je me situe maintenant entre les deux guerres mondiales. Suite à la Première Guerre mondiale, il y a une crise économique partout en Europe, mais notamment en Pologne. Donc, qui dit crise économique dit regain d'antisémitisme. C'est tout à fait banal, hein. Quand la situation va mal, on cherche des boucs émissaires. À l'époque, en Pologne, c'est les Juifs. Il y avait déjà un antisémitisme latent, enfin traditionnel, mais là, il y a particulièrement des agressions contre les Juifs, des pogroms, etc. Le service militaire, il doit le faire normalement. À ce moment-là, il a 19 ans, il va bientôt partir, il est menacé du service militaire. Et le service militaire en Pologne à l'époque, surtout quand on est juif, il est particulièrement long et dur. Les juifs sont traités de façon un peu spéciale. C'est l'époque de Pilsudski, pour situer un peu les choses, hein. Une sorte de Pétain à la polonaise, un héros national, etc., qui a un grand prestige, mais qui par moments laisse tranquille les juifs, et puis par moments, quand ça va mal, eh ben, il fait comme tout le monde, et il en profite. Donc, bref, un jour, mon père décide de partir. Il a 19 ans. Grand-père. Mon père, Abraham, le deuxième enfant. Il a un frère aîné qui est né 1 an avant lui, Chaim. Lui, c'est Abraham. Chaim, ça veut dire la vie. C'est le premier né, un garçon. Deuxième, aussi un garçon. Et il décide de partir. Et alors, lui-même, il a fait un apprentissage d'horlogerie-bijouterie à Piotrków. Il est pas mauvais, il est assez habile de ses mains, il se dit j'ai un métier dans les mains, et il correspond avec des juifs de Piotrków qui ont déjà émigré en France, à Paris, et il leur dit venez, il y a du boulot, c'est formidable, la France c'est formidable, c'est le pays des droits de l'homme, tout le monde est libre, il n'y a pas d'antisémitisme ici, il y a du boulot, tu vas voir, tu vas bien gagner ta vie, enfin, c'est merveilleux. Bon. Oui, il disait heureux comme un juif en France. Heureux comme on disait, il y avait cette expression, heureux comme un juif en France. Donc, il y a ce mythe hein, qui est connu dans le monde entier, mais notamment en Europe centrale, et notamment touchant les communautés juives, surtout quand elles sont en situation difficile. Bon, donc il arrive, il n'a pas d'argent parce qu'il ne demande pas l'autorisation de ses parents, c'est ça qui est extraordinaire. Et son père, qui est un juif connu, et qui d'ailleurs espérait peut-être qu'il devienne rabbin, parce que mon père fait des études à l'école juive et à l'école polonaise, il est assez bon, il étudie bien, et son père rêve de faire de lui un rabbin. Dans une famille, c'était un honneur d'avoir un garçon, si on avait un garçon, qui devienne rabbin. Très grand honneur dans une famille juive. Et mon père, pas du tout son truc. Ça ne l'intéresse pas du tout. Donc vous voyez les raisons, la pression familiale pour qu'il devienne rabbin, ça ne l'intéresse pas. L'antisémitisme qui devient de plus en plus virulent. La crise économique, très difficile de trouver du travail, ça le décide. Et puis les copains qui disent viens, tu vas voir là-bas, tout est formidable. Donc il se décide. Il vole un peu d'argent à son propre grand-père, c'est ce qui se raconte dans la famille, bon, discrètement, parce qu'il faut qu'il trouve un peu d'argent pour le voyage. Et puis bon, pour sortir de Piotrków, c'est assez compliqué. Il faut prendre le car, aller jusqu'à Łódź. Et de Łódź, on prend le train, et via Berlin, la Belgique, on peut espérer arriver en France. Donc, il fait tout ça, et
juste au moment de partir, il se fait accompagner par son frère, et au moment de partir, il arrive à convaincre son frère aîné, il dit « Viens avec moi, pourquoi tu restes là-bas ?» Il le convainc, et du coup les deux frères aînés quittent la Pologne, sans prévenir les parents. C'est dramatique. Pour une famille comme ça, c'est la honte. C'est surtout une famille connue, un peu réputée, avec le père. Bon, ils arrivent en France. Où est-ce qu'ils se retrouvent? Dans le 20e arrondissement, parce qu'il y a déjà des copains qui ont déjà immigré, qui travaillent, qui commencent à s'installer, tant bien que mal. On est donc dans les années... Mon père est arrivé avant, lui. Il est arrivé en 21. Hein, alors que tout à l'heure, on était en 27 avec ma mère. Donc il arrive 6 ans avant ma mère. Il s'installe. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Bijoutier. Il cherche un bijoutier. Et il trouve un bijoutier à Belleville. Ce bijoutier s'appelle Schwarzbart. Ça vous dit pas grand-chose, ça, peut-être pour l'histoire, ça lui dit peut-être quelque chose. Bon, il reste chez lui, mon père est assez habile, il se débrouille bien. Le bijoutier, il voit qu'il travaille bien, il dit, mais je te préviens, tout ça en yiddish, il se parle en yiddish naturellement. Je te préviens, tu fais pas un métier comme un autre, hein, ici. C'est très surveillé par la police parce qu'on manipule les métaux précieux, les bijoux, etc. Donc il faut que tu aies des papiers. Sinon je peux pas. Il est arrivé évidemment sans papier. Il a peut-être une petite carte d'identité polonaise, mais c'est pas des papiers, ça sert. Il n'a pas de visa. C'est les frontières. Alors j'aurais pu. Il est arrêté à Berlin, il est relâché. Je n'ai pas donné de détails. Il a un parcours un peu chaotique avec son frère. Mais il se débrouille, bon, la police le relâche, et finalement il débarque à la gare du Nord, et bon, ils ont un peu d'argent quand même, ils achètent un petit peu tel et tel douanier ou je sais pas quoi, et ils arrivent à, finalement ils se débrouillent. Bon, il se plaint pas trop du voyage, ça n'a rien à voir avec certains itinéraires de migrants dont on entend parler aujourd'hui en Méditerranée ou ailleurs, et c'est moins dramatique. Donc le voilà arrivé ici. Et donc il trouve ce bijoutier. Alors au bout de 3 mois qu'il a travaillé, il n'a évidemment pas de papier. Il fallait des années pour avoir des papiers en règle, même un simple titre de séjour, un permis de séjour en bonne et due forme. Donc il n'a rien. Et son patron lui dit « je ne peux pas te garder ». On va comprendre un peu pourquoi, en plus, juste après. Donc mon père il se dit bah, « c'est même pas la peine que j'aille chez un autre bijoutier, ça va être pareil ». Il va demander à nouveau les papiers, il n'y aura pas de papiers et tout. Donc finalement, malgré lui, il dit je suis obligé de changer de métier. Son frère, qui lui s'est débrouillé, il a trouvé du travail dans l'ameublement, dans le faubourg Saint-Antoine, hein, qui était à l'époque, c'était vraiment le grand territoire parisien de l'ameublement. Tous les ateliers de création, de meubles, de fabrication étaient là. Et il se retrouve, il apprend le métier. Il est tout jeune encore, hein, il arrive, il a 19 ans, il va apprendre le métier. Comme il est assez adroit, il va se débrouiller, il va devenir un ouvrier. Et il s'immerge dans le prolétariat français de l'époque. Et il prend les habitudes des Français. Il se retrouve avec des... Alors souvent les patrons, c'est des patrons juifs, il y a quelques patrons juifs, pas mal. Mais parmi les ouvriers, la plupart sont des Français, donc il prend les habitudes au contact des ouvriers. Alors il apprend remarquablement le français, ça va être évidemment très... Il ne sait pas, mais il sait que c'est important d'apprendre la langue, mais il ne sait pas à quel point ça va être utile dans sa vie. Et il prend toutes les habitudes des Français, de l'ouvrier, le prolo, quoi. C'est-à-dire, on joue à la belote, on joue au PMU, les courses. Le samedi ou dimanche, on va guincher à la Bastille, à la Bastoche, où il y a les petits cafés, les belles musettes et tout. Mon père, il s'immerge là-dedans totalement. On joue au billard, tout ça, on joue à la belote. Il apprend le français et les blagues que se racontent les prolos entre eux, tout simplement. Ça, c'est mon père. Donc, à un moment donné, la famille de ma mère, la famille de mon père, qui sont dans le même quartier, il y a un lien familial que j'ignore, qui fait qu'à un moment donné, ils se rencontrent. Mon père rencontre ma mère, ils se plaisent, ils se marient. Donc ils se marient en 1929. 1929, ils font quand même, alors que mon père n'est pas religieux, puisque je l'ai dit,
quand même, il y a quand même la pression familiale, parce qu'autour, il y a des gens de la famille, d'un côté comme de l'autre. Donc, ils font quand même un mariage religieux, pour la forme. Ça dure pas longtemps, mais on fait. Hein, ça vient sous le dais, le rabbin, qui prononce ses trucs. On casse le verre avec le pied, enfin, toute la tradition, il y passe, quoi. Et puis, un an après, il légalise ce mariage par un mariage civil. Donc, il se marie à la mairie du 20e, hein, parce qu'on est dans le 20e arrondissement. Et voilà, on est en 1930, et puis très vite, les enfants vont naître. 1930, une sœur, l'aînée, 1930. 32, mon frère aîné. 34, une autre sœur, alors Simon. Monique, 34. Janine en 36. Paul en 37, même pas un an d'écart. Ensuite, la guerre éclate en 39. Ma mère a déjà 7 ans, elle a déjà 6 enfants. Non, elle a déjà 5 enfants. Le 4 septembre, elle accouche, cette fois de jumeaux. Elle ne savait même pas, à l'époque, il n'y avait pas d'échographie, etc. Cette fois, elle a 2 jumeaux, Michel et Yvette, qui naissent. La guerre a éclaté depuis 2 jours. Donc, ma mère se retrouve avec 7 enfants. Alors, ma mère, c'est une fille qui avait... Oui. Je remarque en passant, Oui. ils n'ont pas de prénom d'origine juive. Non, pas du tout. On donne des prénoms français. D'ailleurs, même les parents prennent, sur le conseil de leurs amis et de l'administration, mais surtout leurs amis, ils prennent des noms de remplacement. Mon père, qui s'appelait Abraham, devient Adolphe. À l'époque, Adolf Hitler est inconnu. Il sera connu qu'à partir de... Bon, pour 33 pour la foule. Mais pour vraiment les gens qui suivent la politique, les années 25, mon père n'est pas politisé spécialement. Adolphe, c'est très joli. C'est Adolphe. Abraham, Adolphe. Chaim devient Henri. Voilà. Parce que, pourquoi donner Chaim, c'est une consonance sémitique, bon, etc. Et les enfants, des prénoms tout à fait français. Odette, Simon, Monique, Janine, Paulette, Michel et Yvette, les jumeaux. Après, ce sera moi. Moi, je vais naître en 41, pendant la guerre, en 41, Maurice. Ensuite, il y aura un autre frère qui va naître pendant la guerre, Robert, en 43. Ça en fait 9 déjà. Ça fait 9. Et la 10e naîtra après la guerre. Une petite sœur, qui était là hier d'ailleurs chez moi, Nicole, c'est la seule qui va naître après la guerre. Nicole, la petite dernière. Donc, famille de 10 enfants, mais pendant la guerre, disons, et avant-guerre, jusqu'à 9 enfants. Et la raison pour laquelle votre père a été démobilisé, c'est justement celle-ci, le fait que ce soit une famille nombreuse. Alors, c'est une bonne question. Alors, pendant la guerre, progressivement, lui, il a émigré avec son frère. Il a 2 autres frères qui émigrent. Parmi la tribu des 9 enfants, il y a les 4 garçons, 4 des 6 garçons, ils étaient 6, alors il y en a 4 qui émigrent. En gros, ça va leur sauver la vie. Ça, ils ne savent pas, évidemment. Ils immigrent, et il y en a un, par exemple, qui s'appelle Pinchas, qui va se faire appeler Paul, un plus jeune frère de mon père, bien après, puisque, comme j'ai dit, mon père et son frère, c'est les aînés. Lui, il est jeune marié, il n'a qu'un enfant, il s'engage dans l'armée française. Beaucoup de juifs font l'effort de s'engager pour montrer qu'ils veulent s'intégrer, ils veulent se battre contre l'Allemagne. Ils apprennent quand même ce qui se passe en Allemagne, sans être trop politisés. Ce qui se passe en Allemagne, y compris l'antisémitisme du pouvoir allemand et surtout des nazis, va jouer beaucoup. Donc il s'embauche. Alors lui, c'est assez intéressant, mais il va s'engager dans l'armée et il sera fait prisonnier, et donc il va passer la guerre dans un stalag. Si ça vous intéresse, je dirai d'autres choses, mais il y a tellement de choses à dire sur mon histoire plus proche que je me permets de... Le plus jeune, Maurice, mais qui en réalité s'appelle Moshe, c'est Moïse, c'est le plus jeune des garçons de la famille, qui a émigré lui en 1936. Il est né en 17, donc il a 19 ans quand il se retrouve en France. C'est le dernier qui émigre de la famille, en 36. Il va arriver en France, et lui, il va lui arriver des choses assez étonnantes. Alors, je vais quand même en finir avec l'histoire de l'horloger, parce que c'est quand même assez intéressant.
quelques années après que mon père a quitté cet horloger, en lisant le Ce Soir de l'époque, le France Soir de l'époque, le quotidien que je lis, tout le petit peuple, grosse manchette, le général Petliura assassiné en plein Paris. En dessous, je lis, son assassin, l'horloger Schwarzbart. Et il se rend compte que celui qui vient de tuer, de façon organisée, il s'est armé pour le tuer, ce général Petliura, qui est un général ukrainien ultra pogromiste, c'est-à-dire qui a été à la tête d'expéditions contre les Juifs, dans lesquelles une partie de la famille de ce Schwarzbart a été assassinée en Ukraine. Donc c'est une vengeance, au moins, quoi. C'est à la fois politique et aussi quasiment une vengeance. Une justice. Donc mon père apprend que... Et c'est lui, c'est le même. Et en fait, ce gars-là, ce Schwarzbart, il s'avère que c'est un militant anarchiste. C'est pas un simple horloger, c'est un militant. Donc ça explique aussi qu'il est capable, quand il apprend que Petliura s'est réfugié en France après la Révolution d'octobre, etc., et il le suit à la trace, il s'achète une arme, et il l'abat à la sortie de son hôtel, dont il vivait évidemment, un général, machin. Il l'abat et il se laisse, il ne cherche même pas à s'enfuir. Donc il est arrêté, il y aura un procès retentissant, et à la surprise générale, il va être acquitté. Parce qu'ils arrivent à faire... Alors à l'époque, son avocat est très connu, il s'appelle Maître... ça y est, le nom m'échappe, il est tellement connu. Un avocat, un peu comme Blum a été avocat. C'est un avocat de ce niveau-là, le nom me reviendra. Il le défend remarquablement, il fait témoigner toutes sortes de victimes qui se trouvent en France, des horreurs des troupes de ce Petliura. Donc ça apparaît non pas comme un crime crapuleux ou une simple vengeance, mais une sorte de crime politique. Et il est acquitté. Il est acquitté, ce qui à l'époque quand même est un juif. À l'époque, la montée de l'antisémitisme en France et anti-immigré est très forte, puisqu'on est dans l'avant-guerre, et plus on va s'approcher de la guerre, plus la montée, la stigmatisation des immigrés, notamment des juifs, va monter. Bon. Donc vous voyez, c'est assez intéressant, ce contact avec C'est peut-être parce que anarchiste. cet anarchiste, Schwarzbart, voulait être particulièrement se protéger, qu'il n'a pas voulu garder, bien sûr. parce qu'il devait déjà être surveillé par la police. Voilà. C'est pour ça, oui, il s'avère qu'il était militant anarchiste, donc il se méfiait de la police, pas seulement, parce que dans le fond, son commerce était une sorte de couverture à son travail de militant. Lui, c'était un militant très, très expérimenté. Bon, donc, la guerre éclate. Alors là, j'hésite, j'ai le choix entre vous parler d'un... Les petits frères. Oui, alors, comment nous, la famille, on a survécu. Alors, j'ai cette voie-là, ou alors je peux vous parler avant de ce qui va arriver à mon oncle Maurice, le plus jeune, là, parce qu'il a un destin tout à fait exceptionnel. Qui est arrivé en 1936. Qui arrive en 1936. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, ou est-ce que j'aborde la survie de commencer par votre oncle. Alors, mon oncle. Donc, mon oncle, je suis né le 9 mai 1941. Ce jour-là, c'est très curieux, ce jour-là, Le billet vert. bravo, la police de Vichy, les préfectures, envoient le fameux billet vert qui s'adresse aux juifs, hommes étrangers, sans papier. Et il leur dit, c'est un mensonge, mais il leur dit, contrôle d'identité, venez avec un ami, on va vous contrôler. Et alors, cet oncle, le plus jeune frère de mon père, je viens de naître, il rend visite à ma mère à l'hôpital Tenon, derrière la mairie, là où je viens de naître. En parlant avec ma mère, il dit « Oh, tu sais, Fajga, je suis très embêté, tout ça en yiddish. Je viens de recevoir une convocation, je ne sais pas si je dois... » Il se méfie, il est plus conscient politiquement que mon père. C'est la nouvelle génération, les jeunes, il est plus bouillant. Et, bon. Et alors, ma mère lui dit « Oh, Moïse, c'est nicht geht, c'est pas bon, gay nicht, n'y va pas, c'est pas, je suis sûr, ça va pas être bien pour toi. » Ça, c'est l'avis de ma mère, c'est qu'une femme,
Et puis des amis, il en prend ailleurs. Il a des copains, il a ses frères qui sont là. Il les écoute pas. Et il va se rendre à la caserne des Lilas, là-bas, dans le 20e, parce qu'il habite aussi, il habite tout près de chez nous. Nous, on est déjà dans l'impasse Saumon, dans le 20e, là, c'est l'impasse qui donne dans la rue des Amandiers. Et lui, il a même habité chez nous à un moment donné. Enfin bref, il est dans le quartier, donc il va là-bas. Et bien sûr, c'est un piège. Il est arrêté. Et il ne va pas à Drancy, parce que Drancy n'était pas ouvert encore. On est en 41, hein, on est en mai 41. Et il va donc être à Pithiviers et Beaune-la-Rolande. Et lui, ça sera Beaune-la-Rolande. Il y avait 2 camps, hein, tout près de la Loire, qui sont ouverts. Ça s'appelle des camps de concentration, au sens où on rassemble les gens dont on ne veut pas ou qu'on veut surveiller, des étrangers indésirables, des juifs, peut-être même des Espagnols à un moment donné, c'est pas sûr. Mais en tout cas, pour les étrangers de toutes sortes. Et il va se retrouver là. Alors, il est dans le camp. La vie dans le camp n'est pas terrible du tout. On fait des photos. J'ai des photos de lui dans le camp. Hein. Et les parents, la famille a le droit de faire des visites. Il y en a même qui sortent du camp. Ils ont des permissions. Ils sortent. Donc, celui qui voudrait, pourrait, mais la plupart restent dans le camp. Ils sont très loin de se méfier à l'époque. On est qu'en 41. Malgré tout ce qui se passe déjà en Allemagne, et puis bientôt l'opération Barberousse n'est pas loin, c'est juin 41. Donc on entend parler de ce qui se passe pour les Juifs en Ukraine, etc. Enfin, commence. Les gens restent. Et mon oncle, il reste. Mais à un moment donné, il y a un trafic dans le camp de marchandises, parce que c'est gardé par les gendarmes français, le camp. Il y a un trafic entre les gendarmes et certaines autorités du camp et des détenus de marchandises de trafic. Et mon oncle, un bouillant, il trouve que c'est injuste, que c'est dégueulasse. Il veut dénoncer le trafic avec quelques copains. Il dénonce le trafic, mais il se fait vider du camp. C'est-à-dire l'administration, elle se dit celui-là c'est un élément dangereux, et il l'envoie dans un camp beaucoup plus sévère, qui est Royal-Lieu, dans le nord de Paris, qui est un camp, c'est celui-là qui est gardé par les Allemands directement, géré par l'autorité allemande, et il va rester encore quelques mois là, et de là, il sera envoyé directement, convoi spécial, convoi numéro 2, dans la classification des époux Klarsfeld, il y a à peu près 80 convois, 79. Voilà, 79, lui c'est convoi numéro 2, juin 42. Donc vous voyez, 1 an a passé, si on veut, depuis qu'il a été arrêté, un peu plus d'1 an. Et le voilà qui part pour Auschwitz. Et lui, il entre à Auschwitz. Et à l'époque, c'est tellement tôt que la partie la plus terrible du camp n'est pas encore construite. Parce qu'il y a Auschwitz et il y a Birkenau. Birkenau n'est pas encore est en construction, ne fonctionne pas encore. Donc il est dans le camp primitif, une ancienne caserne polonaise. Et ça va quand même en partie le protéger. Ils sont moins exposés. Il y a plein de brutalités. C'est là qu'il y a les expériences de Mengele, le fameux Mengele, médecin allemand qui tripote les corps des prisonniers et tout. C'est horrible. Ils fusillent, ils torturent. Mais ça n'a rien à voir avec là. Il n'y a pas de four crématoire. Et il n'y a pas les machines de destruction massive qu'on va trouver à 4 km de là, à ce qu'on appelle Birkenau, qui est le grand camp Auschwitz. Vous voyez, je fais la distinction. Lui, donc, il est là au début, donc il va tenir. Ensuite, il va, parce que 2 ans et demi, c'est long. Vous savez, tous les 3 mois, ils étaient obligés de changer de profession. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Comment ils se débrouillent? Parce que si vous êtes malade, vous êtes bon pour la chambre à gaz. Si vous avez dit un mot de travers, vous êtes bon pour la chambre à gaz. Si vous avez déplu à n'importe quel capot ou sous-officiellement, vous avez le droit à la sélection, à aller à la chambre à gaz. Lui, il échappe à tout ça. Il échappe à tout ça juste en janvier 1945. Paris est libéré depuis août 44. Vous voyez, on est en janvier 45. Et lui, il est encore au Auschwitz. Il fait partie de la fameuse marche de la mort. Quand les troupes soviétiques approchent, les Allemands évacuent le camp, enfin tous ceux qui peuvent évacuer, parce qu'il y a des gens qui ne sont même pas en état d'être évacués, s'ils ne tiennent plus debout. Ceux-là, ils meurent de faim, on les achève. Enfin, il fait partie de la marche de la mort.
il va marcher, il va tenir le coup quand même. Et après des semaines de marche forcée, il va se retrouver dans une usine en Allemagne. Parce que jusqu'au bout, les Allemands, les nazis, conservent des moyens de produire, y compris des usines enterrées en pleine Allemagne. Il se retrouve dans une usine comme ça. Là, il lui arrive un accident dramatique et un rocher qui lui écrase la jambe. Normalement, dans ces cas-là, on ne soignait pas, parce que lui, c'est un simple déporté, il n'a aucun titre. Et le contremaître, qui est un nazi, qui normalement, dans ce cas-là, il mettait une balle dans la tête pour s'en débarrasser, ou il faisait une piqûre d'essence dans le cœur, et c'était terminé. Il lui fait un garrot à la jambe et il l'empêche de mourir. Et ensuite, il y avait des médecins prisonniers de guerre qui acceptent de le soigner. Et pendant plusieurs mois, il ne va pas pouvoir rentrer en France parce qu'il est là-bas. Il est soigné parce qu'il n'est pas transportable pour l'époque. Oui. Et nous, on le croit, tout le monde de ma famille le croit mort. Parce que à partir de, je dirais, de début 45, on va à l'hôtel Lutetia pour prendre des nouvelles des gens qui rentrent, les survivants des camps rentrent, ceux qui ne sont pas morts, si on peut dire, vous voyez. Et mon père et ma mère et les autres, et ses frères survivants vont à l'hôtel Lutetia. Est-ce que tu as entendu parler de Moïse? Oui, j'ai vu tout. Et est-ce qu'il est? On ne sait pas. Il doit être mort, tout le monde parle. Donc pour mes parents, il est mort. Et au mois de septembre 1945, alors ça c'est un moment quand même assez étonnant pour moi, parce que, entre parenthèses, mes parents m'ont donné son prénom en disant « Si ton oncle ne revient pas, quelqu'un portera son nom ». Donc je porte le nom de quelqu'un qui est supposé probablement foutu, quoi. Et donc en 1945, je suis en train de jouer, j'ai 3 ans, moi j'ai 3 ans et demi. 3 ans et demi. En 1945, non, j'ai 4 ans et demi, pardon. Je suis en train de jouer avec mes frères et sœurs, en bas, là, au fond de l'impasse. Tout d'un coup, j'entends « Oh, il y a Maurice, il y a Maurice !» Je ne connais pas ce Maurice-là, moi. Forcément. Et le voilà qui arrive, il boite, il pèse 35 kilos, et il revient avec un copain à lui aussi rescapé. Et c'est vraiment lui, il revient dans l'endroit où on ne revient pas. Les gens qui ont passé 2 ans et demi à Auschwitz, c'est rarissime. Oui. Des gens qui ont survécu, il y en a, mais qui ont resté 3 mois, 6 mois, 1 an. Mais 2 ans et demi, j'en connais pas d'autres. En réalité, j'en connais pas d'autres. J'ai pas fait d'enquête spéciale, mais... J'en connaissais un qui était du convoi des 41 000, oui, qui avait survécu, mais c'était un des rares survivants. D'accord. Ça faisait presque comme ça. Voilà. Donc, lui, c'est un miracle. Voilà. Et donc, lui, c'est... Alors, le petit Maurice, alors, le 8e enfant de la famille Jacques, il est toujours là. Et le grand Maurice, qui a 20 et quelques années, il revient de l'enfer. Survivant, d'Auschwitz. Un endroit où, quand même, on dit que 2500 sont revenus sur les à peu près 76 000 Français, Juifs qui sont partis. Approximativement, vous voyez, je veux dire. Pourquoi je dis que nous sommes une famille de survivants? C'est très simple. Au début de la guerre, juste avant la guerre, disons en 1939, dans l'impasse où nous habitons, sur les 300 habitants, si vous voulez, de l'impasse, il y a à peu près une quarantaine de juifs. Des familles nombreuses, des familles avec 2-3 enfants, des couples, etc. Et une bonne quarantaine de juifs. Je pourrais retrouver pratiquement, avec l'aide de mes frères et sœurs aînés, les noms de famille, parce qu'ils les ont connus avant la guerre. Mes frères et sœurs aînés ont eu des copains dans ces familles-là. Moi, je suis trop petit, j'ai 3 ans pendant la guerre. Donc tout ce que je vous raconte aussi, une bonne partie de ce que je vous raconte, c'est lié aux souvenirs racontés à la fois par mes frères et sœurs aînés, et évidemment mes parents, et mes parents eux-mêmes. Voilà. Alors, comment on a survécu? Donc, et à la fin de la guerre, je l'ai au début de la guerre, une quarantaine, à la fin de la guerre, on est la seule famille intacte, survivante, tous les enfants survivants, et les 2 parents survivants. On n'a pas d'autre exemple dans l'impasse. Toutes les autres familles nombreuses ont disparu.
Vous voyez, et il reste à la fin de la guerre peut-être, à part nous, 2-3 juifs qui ont pu se cacher, on ne sait pas trop comment, mais qui ont échappé d'une façon ou d'une autre. Pour ça, lui, ça tient déjà du miracle, je dirais, presque statistiquement. Alors comment cette famille pauvre, mon père, il fait un métier tout à fait modeste. On n'est pas des enfants d'horloger, nous, hein, on est des enfants d'un prolo. Il est vernisseur, ouvrier vernisseur au tampon, dans le faubourg. Et c'est un métier assez mal payé, c'est vraiment des prolos. Et ma mère ne vit, même avant la guerre, qu'avec une sorte de système d'allocation d'aide, une sorte d'allocation familiale qui existe en partie avant-guerre. En attendant que les enfants grandissent et travaillent à leur tour, mais ça sera à l'après-guerre. Là, je reviens à l'avant-guerre. Je vais vous donner des exemples qui montrent comment on a pu échapper. Je vais vous prendre... vous avez tous entendu parler de la fameuse rafle du Veldiv. 16 et 17 juillet 1942. Cette rafle, qui est une énorme opération à l'échelle de la police française, hein, grosse opération, sous contrôle allemand, etc. Elle est préparée parce que depuis qu'il y a eu ces rafles dans lesquelles mon oncle a été pris, c'est-à-dire les rafles d'étrangers et juifs étrangers, les juifs commencent à avoir peur, il y a des rafles. J'ai cité cette rafle du billet vert, mais il y en a d'autres des rafles, moins importantes, mais par centaines, les juifs se font rasier, surtout dans les quartiers où ils sont très nombreux. Le 20e, le 11e, le 13e, le Stati, le Marais, la rue des Rosiers, tout ça. Le 19e aussi, c'est banal. Et donc on sait où sont les juifs, grosso modo. Mais la police a commencé à se rendre compte qu'il y a des juifs qui bougeaient, qui changeaient d'adresse, qui commençaient à se méfier. Comme certains d'entre eux s'étaient fait recenser, vous savez, il y a eu un recensement des juifs en 40, certains ils se disaient, ouais, il faut se faire recenser, comme ça on est en règle, hein, c'est l'obsession des immigrés. Hein, et là, donc comme ils se sont aperçus et qu'ils veulent vérifier les adresses pour préparer la rafle du 16 juillet, ils donnent prétexte, ils disent contrôle des cartes d'alimentation par les familles. Donc c'est ma mère qui y va. Ma mère y va avec un gosse, elle a toujours un gosse dans les bras, ma mère, parce que vu la collection qu'elle a toujours un enfant dans les bras. Donc là on est peut-être 15 jours avant la rafle du Veldiv ou 3 semaines. Et donc juin 42. Elle se rend comme tout le monde dans un local de la mairie où il y a un travail de masse. Les employés de la mairie sont là et reçoivent les familles juives. C'est les juifs qui ont été contre les cartes d'identité, les cartes d'alimentation juives. Parce qu'elles ont quand même droit aux cartes d'alimentation. Et ma mère, elle se retrouve devant une employée. C'est un travail de masse, ils travaillent côte à côte. La salle est pleine de monde. Alors, il y a toute la file de tous les juifs convoqués. Mais dans la salle, c'est bourré de flics en civil qui surveillent l'opération, parce qu'eux, ils savent, ils veulent qu'il n'y ait pas d'incident, et tout, que tout se passe bien. Ils surveillent le truc. Ma mère, elle s'assoit, et l'employé commence à remplir son dossier, le nom, le prénom, et au bout d'un moment, ma mère voit l'employé qui arrête de remplir, il dit... qui prend son dossier et qui le met dans la cage en dessous, dit « Oh, pour vous, madame, ça va aller, ça va aller comme ça, vous pouvez rentrer chez vous. » Et ma mère comprend, parce que du coup, ma mère reconnaît l'employé. Pourquoi elle reconnaît l'employé? Parce que bien avant la guerre, ma mère était une famille nécessiteuse, donc elle avait déjà reçu des aides. Et cet employé s'était rappelé par le nom et tout, et donc elle s'est prise de sympathie pour elle. Et elle lui fait comprendre, allez, rentrez chez vous. Etc. Ma mère, quand elle voit ça, elle comprend. C'est pas une militante, mais on est déjà en 42. Les choses commencent à venir. On est loin encore de tout savoir, très loin. Mais le danger se précise. Ma mère, elle voit ça. Dans les queues, elle a des copines à elle, c'est des gens du quartier. Donc elle s'approche comme elle peut. Elle est émue parce qu'elle a compris que c'est très dangereux ce qui se passe. En yiddish,
comme elle peut, en évitant le contrôle des policiers qui surveillent, elle dit, ne reste pas, c'est dangereux, rentre chez toi, je te le dis. L'autre, elle répond en yiddish, je simplifie un peu. Hein. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Faut bien qu'on fasse contrôler les cartes d'alimentation, sinon comment on va faire? Tu es trop inquiète, tu exagères, tu prends tout trop tragique. Tout. Ma mère, elle me racontait combien de fois cette scène. Elle dit qu'elle est partie en pleurant. Parce que elle ne sait pas quoi faire. Et elle sait que c'est grave. Alors, ce petit détail, vous voyez, de l'histoire, fait que le 16 juillet, on n'est pas contrôlé, on n'est pas pris par la rade du Veldiv pour la rade du Veldiv. Ça nous épargne. Et au moment de la rade du Veldiv, la moitié des familles de l'impasse disparaît. Et au début, c'est qu'une disparition, mais jamais plus on entendra parler d'eux, et aucun d'eux n'a survécu. Sauf des miracles. Il y a eu des miracles un peu partout, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est des juifs qui disparaissent qu'on ne reverra jamais. Donc, plus de la moitié des juifs de l'impasse à ce moment-là, après le 16 juillet, ont disparu. Et les autres? Alors, bon, donc ça c'est un exemple, oui, là on est sauvé par la solidarité d'une employée de mairie. Je connais ma mère qui a pris pitié de ma mère, parce qu'elle, elle doit se rendre compte, elle ne sait pas exactement ce qui se passe. Et lui, il savait. Mais non, mais elle, l'employée de mairie, elle ne sait pas forcément. Il s'en doutait de quelque chose. Elle se doute de quelque chose. Donc si elle fait ça, c'est qu'elle se dit, c'est peut-être dangereux. Elle a peut-être entendu parler que ce n'est pas du tout un contrôle de carte d'identité, le carnet d'alimentation, c'est autre chose. Autre exemple. On est à peu près en 1943. C'est le soir. On habite tout au fond de l'impasse, au 17 impasse Saumon. On est au rez-de-chaussée. Quel nom de l'impasse? Impasse Saumon. Saumon, comme le poisson. Comme le poisson. Ça provient du nom des propriétaires. Elle n'existe Non, plus. elle n'existe plus. Elle a été rasée à partir de 1955. Ça, je pourrais vous raconter des tas de choses très intéressantes sur qu'est-ce qui est devenu. Malheureusement, heureusement, j'ai retrouvé les photos de cette maison. Pour nous, pour les frères et sœurs, c'est très important. Vous allez comprendre pourquoi. C'est le soir, disons 7 heures du soir, il fait presque nuit. Mon père, à travers les fenêtres, il voit s'approcher des ombres et il dit ça ressemble à des inspecteurs de police. Donc tous les enfants sont là, c'est le soir, on est à la maison. Il voit ça, il dit c'est pour moi. Il se cache devant ses enfants et devant sa femme, devant ma mère. Il se cache sous le grand lit, il y avait un grand lit matrimonial. C'est un petit bonhomme, mon père. C'est utile quelquefois. Il se planque sous le lit, devant les enfants, en disant aux enfants, il dit ce qu'il peut. Les deux inspecteurs arrivent. On vient chercher M. Jakubowicz. Alors ma mère, elle est blanche comme un linge. Elle dit, ah mais, elle se réagit comme elle peut. Mais mon mari, il n'est pas là, il a été arrêté, il a disparu, on ne sait même pas ce qu'il est devenu. Elle dit ça devant tous les enfants qui sont là, parce que tous les enfants sont là. Il y a là, peut-être, on est en 43, il y a 9 enfants. Il y a les 9 enfants, tous les âges, y compris le dernier qui est sur les bras de ma mère. Enfin. Alors les inspecteurs, ils regardent très suspicieux, et puis il y a tous les gosses qui sont là. Ils les regardent tous, et ils s'adressent à ma petite sœur Paulette, qui a 6 ans à l'époque, parce qu'elle est née en 37, on est en 43, elle a à peu près 6 ans. Il la prend dans ses bras. Comment elle s'appelle? Elle est mignonne, cette petite. Elle s'appelle Paulette. Ah, t'es drôlement mignonne, Paulette. Allez, tu vas nous le dire où il est ton papa? La petite. Et ma petite sœur, 6 ans, dans les bras de ce type qu'elle ne connaît pas, qui est un inconnu. Et devant sa mère, qui vient de dire mon père a été arrêté. Elle a 6 ans, elle n'est pas idiote. Et devant tous ses frères et sœurs, y compris des grands. Hein. Les grands, on est en 43, les aînés, l'aîné elle a 13 ans, c'est plus des enfants. Elle dit, oh, il y a drôlement longtemps que je ne l'ai pas vu, mon papa. Petite fille, la petite sœur. Alors l'inspecteur, là, il la repose par terre. Et il ne sait plus trop quoi faire. Et puis, avec son collègue, ils s'en vont. Bon, donc là, vous voyez,
le réflexe de la petite sœur, 6 ans, elle sauve toute la famille. Parce que ma mère a menti, mon père se fait arrêter, et là il prenait tout le monde. Ma mère qui ment, le père qui se cache, on était tous bons. Quoi. Donc vous voyez, là c'est un deuxième exemple, un réflexe. Tout ça pour dire qu'à l'époque, un gamin de 6 ans, il y avait déjà eu tellement de menaces, on est en 43, les rafles se sont multipliés, dans l'impasse il n'y a presque plus personne. Et donc la petite, elle a compris que c'était pas un jeu, quoi. Que mon père il se cachait parce qu'il était en danger, et que toute la famille est en danger, et sauve la famille. Ça c'est encore un exemple. Ça, c'est extraordinaire. Troisième exemple de ce... très simple aussi, là c'est le cas. Au bout de l'impasse, il y a un lavoir. Vous savez, les lavoirs qui existaient à l'époque, des grands lavoirs avec des machines à vapeur et tout. Et ma mère a 9 enfants. Donc au lavoir, elle a besoin de laver. Vous voyez, donc au moins 2 fois par semaine, elle est au lavoir. Elle est au lavoir en train de laver son linge, au milieu de l'eau savonneuse, et des machines qui tournent, c'est des machines à vapeur, vous savez, c'est au milieu de la vapeur, l'eau de javel qui coule partout et tout, elle frotte. Il y a une copine à elle, une voisine qui vient, oh Madame Odette, elle s'est appelée comme ça, c'était le prénom de sa première-née. Au lieu de dire Tashga ou... on l'appelle Madame Odette, c'est son surnom. Alors Madame Odette, la police est chez vous, la police est chez vous. On vient de les voir rentrer et tout. Et ma mère, elle a laissé chez elle son plus petit, qui est né en 43, et elle n'a pas pu, parce que c'est pas pratique, au lavoir, elle ne sait pas où le mettre, elle l'a mis dans un berceau, elle se dit pendant 2 heures, ça va aller, il est dans le berceau, il dort, quoi. Alors ma mère, quoi faire? Alors ma mère, elle a dit à la voisine, elle dit, moi si j'y vais, ils vont me prendre avec l'enfant, si vous voulez, s'il vous plaît, allez dire à la police que la maman va rentrer tard ce soir, mais qu'elle elle veut bien prendre l'enfant. C'est ce qu'elle fait, elle prend l'enfant, ils acceptent, elle dit bon, on reviendra ce soir. Et ma mère, évidemment, le soir, elle ne rentre pas chez elle, elle trouve une combine, je vais reparler d'ailleurs de ces histoires de combine, là c'est une voisine qui sauve ma mère et le dernier né, Robert, mon frère Robert né en 43, qui est un bébé. Autre exemple encore. Alors là, celui-là, ah oui, très souvent, les familles juives, il y a des bruits et des rumeurs sans arrêt, parce que les familles sont menacées, il y a des rafles sans arrêt. Donc de temps en temps, il y a des bruits, il va y avoir une rafle. Des fois c'est vrai, des fois c'est pas vrai, il y a des rumeurs, des bruits. Des fois c'est vrai. Des fois il y a même des policiers qui commencent qui préviennent les familles. Ça existe, heureusement. Il y a eu des policiers quand même pas complètement tordus qui ont prévenu des familles juives, etc. Directement ou indirectement en disant restez pas chez vous ce soir, parce que je sais qu'il y a des rafles dans votre quartier, etc. Vous voyez, ça existe. Donc un jour ma mère, plusieurs fois, je veux dire, ma mère entend parler de rafles. Et elle ne sait pas quoi faire, parce qu'elle est coincée, on habite un tout petit logement, on n'a rien de quoi faire. Heureusement, dans l'impasse, il y a un hôtel, qui s'appelle l'hôtel Saumon, 6 étages, très pauvre, très modeste. Il est peuplé d'Algériens, des ouvriers qui ont été recrutés en Kabylie, souvent des Kabyles, qu'on fait travailler dans les usines françaises. Ça existera longtemps même après la guerre, ça j'ai bien connu même encore après la guerre. Et la patronne de l'hôtel, Madame Rota, était une très gentille fille et elle a elle-même des enfants qui sont des copains et des copines des aînés de ma famille. Donc ils se connaissent, on passe tous les jours devant chez eux. Et ma mère dit, oh Madame Rota, s'il vous plaît, j'ai entendu dire que demain soir et après-demain, il va y avoir une rafle. Est-ce que vous pouvez me cacher 3 enfants? Elle cache ce qu'elle peut. Et très souvent, cette dame accepte de cacher 2-3 enfants dans une chambre, 2-3 dans une autre pour une nuit, pour passer la nuit. Donc ça, c'est la pure solidarité. Alors, ce qui est étonnant, c'est pour la petite histoire, c'est quand même étonnant. Elle s'appelle Madame Rota, son mari est italien. Rota, c'est un nom italien, c'est le nom d'un cinéaste italien connu. Et lui, il est fasciste.
Lui, le mari est fasciste, mais il est tellement fasciste que pendant la guerre, il est parti volontairement servir en Allemagne, dans une usine allemande, pour montrer qu'il est favorable au régime nazi. Donc elle est toute seule, elle. Donc, et elle, c'est une très brave femme. Mais vous voyez comment les choses sont curieuses. Lui, il est fasciste, mais il n'est pas là. Donc, vous voyez, cette femme, par solidarité, sauve à plusieurs reprises ma mère. Maintenant, je vais vous raconter l'événement le plus étonnant qui nous est arrivé. Donc, encore un petit effort, on se retrouve en février 1944. Il y a encore des rafles en février 1944. Ça va très mal pour les Allemands, mais la guerre n'est pas finie. Et la machine à détruire les Juifs notamment, et à détruire bien d'autres gens, hein, les homos, les autres, les tziganes, les autres, elle continue sa sinistre besogne. Et donc, février 1943, ma mère elle prépare les enfants pour aller à l'école, parce qu'on va encore à l'école. On ne va pas dans toutes les écoles, on va dans les écoles qui sont encore chauffées, parce qu'à l'époque, il y avait une telle pénurie de charbon et tout, que toutes les écoles n'étaient pas chauffées. Donc on envoyait les enfants dans les écoles qui étaient chauffées. Donc ma mère prépare les enfants, elle leur fait de quoi prendre un petit déjeuner et elle les prépare. Puis en même temps qu'elle les prépare, on est au rez-de-chaussée, comme je vous ai dit. On est en février, en plein hiver, il fait nuit. Elle entend quand même, à travers les fenêtres, des bruits suspects dans l'impasse. Des portières qui claquent, etc. Et ma mère, elle est aux aguets, hein. On est en 1944 cette fois. Elle a échappé à ce que j'ai raconté. Et là, elle dit à mon frère aîné, qui a donc 11 ans à l'époque, on est en 1944, il a 12 ans, il est en 1932. Et Simon va voir qu'est-ce qui se passe dans l'impasse, parce que j'entends du bruit, je sais pas, regarde. Oh, lui, il a 12 ans, hein, en 2 minutes, il a fait l'aller-retour, il dit, ouais, un moment, c'est la rafle. Ils arrivent avec des camions. Et les camions arrivent, l'impasse est très étroite, il y a juste la place pour un véhicule. Les camions arrivent, nous on habite tout au fond, il y a une sorte on appelle ça la mille un espace qui est rond. Les camions arrivent, ils se rangent. Mon père n'est pas là, il est parti travailler plus tôt. Il a trouvé du travail, ça c'est miraculeux, parce que aussi, comment mon père faisait pour gagner un peu d'argent, ça c'était toute une autre histoire. Et les inspecteurs arrivent et ils disent le truc. Préparez vos enfants, un petit baluchon et tout, le minimum à manger pour 1 ou 2 jours, pas plus. Un petit sac par enfant et tout, bien couvert. On est en plein mois de février. On vient vous chercher. Ma mère est toute seule, elle a les gosses. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prépare les enfants. Elle se fait aider par les aînés. Les aînés aident les petits à finir de s'habiller, à se préparer. 10 minutes après, même pas, les 2 inspecteurs reviennent. On a un problème. On n'a pas assez de place pour vous loger tous. Et on n'a pas le droit de vous séparer. Parce qu'ils ne voulaient pas mettre des enfants sans les parents. Ils avaient peur que les enfants hurlent, fassent du bordel. Ils avaient des consignes. Pas d'enfants sans adultes pour les accompagner. C'était les consignes. Ils obéissaient aux consignes. Alors il y a un inspecteur qui dit ça. Et il dit, bon, ne bougez pas, dans 2 heures on vient vous chercher. Dans 2 heures on vient vous chercher. Et il y a le 2e inspecteur qui arrive. Ça c'est pas encore un témoignage direct, parce que malheureusement c'était tellement violent que je l'ai refoulé. Mais mon frère aîné, Simon, il a 12 ans, il entend. Et le 2e inspecteur qui dit à ma mère, madame, c'est très dangereux, ne restez pas. Comme si ma mère, en 1944, elle a besoin qu'on lui explique que c'est dangereux, alors qu'elle a échappé depuis des années, on peut dire. Oui. Mais bon, lui, C'est bien. c'est gentil de sa part. Mais bon, vous voyez, un peu de la naïveté des situations. Et donc, ils s'en vont avec les derniers juifs qu'ils ont ramassés dans l'impasse, parce qu'il y avait encore 1 ou 2 familles, dont une famille nombreuse, la famille Vax, on appelle comme ça. Et puis une autre famille, avec 5 enfants, etc. Nous, on est trop nombreux. Disons qu'ils avaient 4 ou 5 places, et nous, on était 9 enfants et ma mère, 10. Mon père n'est pas là. Donc ils ne peuvent pas nous prendre.
Donc ils s'en vont avec leur camion. Ils ont pris les derniers juifs de la rue des Amandiers et de l'Impasse. Les camions sont pleins, quoi, et ils s'en vont. Ma mère, elle se retrouve avec les 9 gosses, elle a 2 heures pour trouver des solutions. Quoi faire avec les enfants? Parce qu'ils disent qu'ils vont revenir. Vous voyez? Donc en 2 heures, ma mère, il faut qu'elle trouve des solutions pour caser ses enfants à gauche, à droite, etc. Ben, elle va le faire. Mon père n'est pas là. Elle se débrouille toute seule. Alors comment elle fait? Elle a des connaissances, parce qu'on est en 1944. Elle a eu affaire à des institutions, soit légales, comme l'UGIF, tu as entendu parler forcément de l'UGIF, toi Yves, hein, c'est-à-dire c'est l'Union Générale des Israélites de France, qui est un organisme juif contrôlé par la préfecture et par les nazis, donc c'est un truc officiel. Et puis il y a des dispensaires où elle a reçu de l'aide, le comité AMLO, dont tu as certainement entendu parler aussi, qui fait un double jeu, à la fois légal et de résistance, c'est-à-dire essayer d'évacuer les gosses, trouver des plans résistants. Vous voyez, il y a toutes sortes d'organismes dans ces organismes sociaux. Et certains placent les enfants, etc. Et ma mère, elle arrive, elle est casée. Elle ne garde avec elle que le dernier, le fameux Robert, parce qu'elle a, par chance, le frère aîné, il habite à Sainte-Geneviève-des-Bois, donc c'est beaucoup moins exposé, il a 25 km de Paris, et donc elle va aller dormir, mais en attendant, il faut qu'elle place les 8 enfants, c'est ce qu'elle va faire. Alors, je ne donne pas tous les détails, mais il y en a par exemple 4 qui vont être placés dans un organisme juif, Rothschild, Fondation Rothschild, ça existe déjà. Et c'est une organisation qui existe toujours. Vous allez à Montmartre, et vous avez toujours cet organisme juif, et il existe déjà à cette époque. Et elle va placer 4 de ses enfants là-bas. Je vais vous donner donc un exemple. Donc elle en place 4 là. Il y a 2 jumeaux qu'elle place dans un truc de l'UGIF, et ils vont être mis chez les nourrices, où ils sont très malheureux. C'est les jumeaux nés en 1939. Donc là, ils ont déjà 4-5 ans. C'est un petit garçon et une petite fille. Et moi, je vais vous parler de moi et de ma sœur. On va être placés bientôt dans la Sarthe, donc en province. Mais je vais vous parler de ces 4 frères et sœurs. Simon et les 3 filles qui viennent après. Janine, Monique, Janine, Paulette. Donc lui, il a 12 ans, les autres ont 10 ans, 9 ans, 7 ans. La dernière, c'est la petite fille qui a sauvé sa famille, vous savez, la petite Paulette. Et lui, alors eux, d'abord, ils sont chez Rothschild. Alors chez Rothschild, ils sont bien traités, parce que les Rothschild, ils ont de l'argent, et même pendant la guerre, les gosses sont bien nourris, ils sont bien traités. Et ma mère les a placés là en disant, évacuez-les, oui, vous en faites pas. Et puis qu'est-ce qu'elle fait, ma mère? De temps en temps, elle va leur rendre visite. Elle prend le métro, parce que c'est pas tout près, elle habite Père-Lachaise, disons, elle va jusqu'à Montmartre, c'est pas trop loin non plus. Elle rend visite de temps en temps, quand elle peut. Un jour, elle rend visite à ses 4 enfants. Tout va bien. Elle parle avec les moniteurs sont juifs. C'est du personnel de confiance, c'est des gens bien, quoi. Hein. Pour du social. Bon, ça va, bon, ça va bien. Alors, vous allez bientôt les placer. Oui, vous inquiétez pas, Madame Jakubowicz, on y pense. Ma mère, elle va les visiter, disons, au 3e étage. Elle descend les étages, comme ça, il n'y a pas d'ascenseur ici. Et sur le palier au 1er étage, elle voit une des dirigeantes de l'institution Rothschild parler avec un Allemand. Elle parle en allemand avec un type habillé comme un inspecteur allemand. Même ma mère sait que c'est pas un inspecteur français, elle parle en allemand avec cette femme qui est juive, qui elle, avec le yiddish, arrive à parler allemand avec. Ma mère ne comprend pas l'allemand, elle connaît le yiddish. Elle ne peut pas s'arrêter près d'eux parce qu'elle voit que c'est des gens, c'est la directrice et un officiel allemand qui parle très fort, parle brutalement, il n'a pas l'air content, etc. Ma mère, elle entend ça, elle est prise tout d'un coup d'un pressentiment, elle remonte dans les étages, elle va voir les moniteurs et monitrices, elle dit « Ah, excusez-moi,
J'ai beaucoup réfléchi, finalement je reprends mes enfants. Madame Jacobovic, qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui se passe, etc. Ah, oui, j'ai trouvé une autre solution. Elle n'avait rien trouvé du tout. Ma mère, elle n'avait pas de solution comme ça. Elle reprend les 4 enfants. 2 semaines après, les 104 enfants de Rothschild et les moniteurs et le personnel étaient remarqués pour Auschwitz. Aucun n'est revenu. Aucun n'est revenu. Et là, ma mère, elle sauve. Vous vous rendez compte? Bon, c'est comme ça. Et après, ils vont être placés ailleurs. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant, ils sont cachés dans des familles de paysans. Et la première famille où ils tombent, c'est dans l'Aisne, ils sont placés dans l'Aisne par un organisme juif ou catholique. Parce qu'il y a des organismes catholiques qui font aussi du travail de placement de gosses juifs. Et ils reçoivent des fonds du Joint, c'est un organisme juif américain qui envoie de l'argent. Alors, qui transite par des banques et tout, mais l'argent arrive entre les mains des organismes sociaux. Ça arrive. Donc, les gens qui aident sont payés, surtout les familles d'accueil. Elles reçoivent quelque chose, c'est pas des volontaires. En tout cas, dans ces cas-là, il y a d'autres cas. Je ne suis pas en train de faire une théorie générale sur le placement des enfants, mais là, je vous parle de cas très concrets. Et ils sont très maltraités. Ils font bosser les enfants qui sont tout jeunes, et ils les nourrissent à peine, alors qu'ils sont payés. Mon frère raconte qu'ils font les poubelles du village où ils sont pour trouver quelque chose à manger. C'est vraiment terrible. C'est un point qu'ils se plaignent, mes frères et sœurs se plaignent, et il y a le curé du village qui les entend, qui se trouve finalement être un résistant, et qui, avec une assistante sociale, va leur trouver une autre famille d'accueil, où là ils sont traités, disons, convenablement. Vous voyez? Ça c'est encore un cas, vous voyez, ça c'est enfant caché. Alors moi, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé à moi, finalement, parce que j'ai aussi un enfant caché. Moi j'ai une chance immense. Donc la rafle, je vous ai dit, elle a eu lieu en février 1944. Moi, dès le mois de mars, moyennement des séjours dans des organismes plus ou moins officiels, je suis placé dans la Sarthe, mais avec ma sœur aînée, Odette, qui a 13 ans, comme une petite maman pour moi. Vous voyez, j'ai 3 ans. J'ai à peine 3 ans au début, elle a 13 ans. Si ma soeur n'est pas là, je suis comme un enfant abandonné. Je quitte mes parents, j'ai jamais quitté mes parents. Et vous vous retrouvez dans une famille d'inconnus et tout, c'est un traumatisme sévère. Moi j'ai échappé à ça, j'ai une chance extraordinaire. Et ma soeur va très bien s'occuper de moi. Et on va être accueillis par une famille à la fois ouvriers paysans. Ils ont le double statut. On est très bien traités. Ils ne savent pas qu'on est juif. On est obligé d'apprendre un nouveau nom de famille. Au lieu de Jakubovic, on s'appelle Jacquier. On garde nos prénoms parce que nos prénoms sont français. Ça se passe très bien, ils sont très gentils, ils ont leurs propres enfants et ils nous accueillent tous les deux. Alors, il y a des petits problèmes, c'est que, là c'est déjà des souvenirs personnels. Moi, quand on parle comme ça, de temps en temps, moi, il m'arrive, en parlant, d'utiliser un mot yiddish, parce que chez moi on parle le yiddish, les parents parlent le yiddish. Et, par exemple, au lieu de dire la bouilloire, on va dire le chainik. Au lieu de dire la poêle, on va dire la potelle, etc. J'utilise des mots spontanément. Alors les paysans, qu'est-ce qu'il dit le petit? Il parle à ma soeur, qu'est-ce que tu racontes? Alors ma soeur, elle a peur, parce qu'évidemment, elle dit, oh ben c'est de l'argot, il a ses mots à lui, il ne faut pas faire attention. Elle a peur là. Quand elle se retrouve avec moi, elle dit, Maurice, je t'ai dit, tu ne dois pas utiliser ces mots-là. Mais moi, j'ai 3 ans. 3 ans, oui. À 3 ans, les mots, ils vous échappent. On n'est pas des génies. Hein. Enfin, bref, ça, c'est des petits souvenirs, vous voyez. Et puis finalement, c'était 1944. En juin 1944, il y a le débarquement. Et le débarquement, il est en Normandie. La Normandie et la Sarthe, c'est tout près. Donc, la veille, les jours qui précèdent le bombardement, on assiste, oui, si on veut, on entend tous les forteresses, les énormes avions américains et anglais qui bombardent les positions allemandes. Et donc la nuit,
le paysan chez qui on truc, par sécurité, dans un champ à lui, il a creusé une tranchée, on appelle ça comme ça, une tranchée, elle est couverte en partie, et la nuit, on entend le bruit des avions, et puis on voit les phares de la DCA allemande, et on entend on appelle ça la DCA, les batteries anti-aériennes allemandes qui tirent sur les avions. Quand vous avez 3 ans, et c'est plus impressionnant qu'un feu d'artifice, hein. Et quand on entend, il y a le paysan avec sa lanterne, il nous guide, et toute la famille, on va se réfugier, le temps de l'alerte, quoi. Le temps des bombardements, on se réfugie dans ce truc, parce qu'ils se disent, si jamais ils tapent sur la maison, on est foutu. Les maisons ne sont pas très solides, hein. Vous mettez des grosses bombes là-dessus, il ne reste plus rien, quoi. Donc vous voyez, ça c'est des souvenirs directs, déjà. La peur, et puis l'émerveillement, et la nuit. Il fait beau, en plus, il fait beau, c'est l'été. Puis tout ce boucan et tout, et puis la peur des gens, les adultes, tout. Hein. Et puis finalement, quelques temps après, avec un gosse de leur famille, et qui est un peu plus grand que moi, il y a un chemin et il y a une route importante. Et puis on entend des drôles de bruits. Alors on est curieux, des gamins. Hein. Moi j'ai 3 ans et demi, et lui il a 5 ans. On va au bout. Et au loin, on voit un véhicule bizarre. J'ai jamais vu un véhicule pareil. C'est une Jeep, on n'a jamais vu une Jeep, un véhicule de guerre. Et puis on voit, la Jeep, elle est renversée, il y a un fossé au bord de la route, elle est renversée. On s'approche par curiosité, on a ouvert la barrière de la ferme où on était, puis on est allé, on s'approche, on voit, il y a un gaillard qui nous paraît un géant. C'est un militaire américain qui est en train de téléphoner avec un téléphone de campagne. Et il dit, est-ce qu'il a sauté sur une mine ou je ne sais pas quoi, et ça dit, il fait renverser. Et on commence, alors il nous voit arriver, il commence à nous parler en anglais, alors évidemment on n'y comprend rien. Et lui il s'amuse avec moi, il met son casque sur la tête, alors le casque il m'arrive là. Et après pour s'amuser encore, il prend son fusil de guerre qui est derrière sa Jeep, et il me le met dans les bras. À 3 ans, un fusil de guerre, ça pèse un poids énorme. C'est pas les petits fusils mitrailleurs qu'on a aujourd'hui. Il tombe sur le cul, il rigole comme un fou. Donc c'est des scènes joyeuses, quoi. Et puis bon, on rentre chez nous. Et puis quelques jours après, on va voir cette fois les tanks qui ont libéré la région, avec les gens, les civils qui sont à bord des tanks, avec les drapeaux américains, anglais, français. On est émerveillés, quoi. Hein. Ça y est, on dit c'est la libération, on va être libre. Et alors, et puis nous on attend, parce que libre, qu'est-ce que ça veut dire? Nous on est encore chez ces paysans. Que sont devenus mes frères et sœurs, mes parents? Ça fait plusieurs mois qu'on est là, on est déjà à l'automne, puisque tout ça c'était juillet-août. Jusqu'en septembre, on reste. Mes parents ne sont pas pressés de venir nous chercher, ils savent que là où on est, on a à manger, etc. Surtout que le logement qu'on habitait, nous, quand ils le retrouvent, mes parents, il a été pillé. Vous imaginez, appartement de pauvres, comme on était pauvres de chez pauvres, ils ont enlevé même les chaises, les lits, etc. C'est tout vide. Mon père est obligé de se débrouiller, de trouver ici ou là de quoi dormir et tout. C'était un peu triste. Il y avait des règlements de compte comme ça après la guerre, assez dur. Bon, mais alors nous on attend, là, toujours dans la Sarthe, dans ce petit village, Tuffé, dans la Sarthe, enfin à la limite d'un village. Et enfin un jour, je vois un camion qui passe, et je crie, oh, il y a papa, il y a papa. Je reconnais mon père dans le camion. Et le camion il passe, et je vais voir ma soeur, je dis, il y a papa, il y a papa. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis, il y a papa, j'ai vu, qu'est-ce que tu racontes? Puis effectivement, le camion s'était trompé d'adresse, il fait demi-tour. C'était un déménageur qui habitait l'impasse, qui avait profité d'un voyage qu'il avait fait, un professionnel de livraison, pour emmener mon père dans la Sarthe. Et on va revenir comme ça à Paris, dans ce camion avec ma sœur. Ça y est, et là-bas, on retrouve les frères et sœurs, tous les frères et sœurs, vivants. Odette, Simon, Monique, Janine, décédée aux États-Unis, Paul, la petite fille là, de 7 ans, les deux jumeaux, Michel et Yvette, ça c'est moi, Robert, le dernier né pendant la guerre,
et la dernière née après la guerre, Nicole. Donc les 10 enfants. Comment vous avez fait pour échapper aux rafles dans les écoles? Ah ben dans les écoles, normalement ils raflaient pas directement dans les écoles. Normalement. Mais ça dépendait beaucoup des directeurs d'école. Hein. Il y a des directeurs d'école qui ont été dégueulasses. Il faut bien dire, côté collabo. On leur demandait des listes. Oui. Il y en a qui refusaient de les faire, d'autres qui... Voilà. Ça dépendait beaucoup des chefs d'établissement. Moi, il se trouve que dans le 20e, on était. Les directions n'ont pas. Que je sache, il n'y a pas eu de dénonciation d'enfants de la part de l'institution scolaire. Que je sache, je n'ai pas fait d'enquête. On leur demandait à tous des listes. Alors, Oui. après, Donc, on n'a pas trop souffert de ce côté-là. Dans l'école où vous étiez, il n'y a pas eu du tout des... Ah, si, il y a des enfants qui ont disparu, mais pas des. Ils ont été. Pas dans l'école. Ils ont été arrêtés, Oui, chez eux, pas spécialement à l'école. Je sais qu'il y a eu dans certains cas des arrestations à la sortie de l'école, mais c'était assez rare. oui, Parce qu'ils ne voulaient pas arrêter devant les familles, parce qu'à la sortie des écoles, il y a des parents. Hein. il y avait les Donc, autres. arrêter des gosses hein, en présence de leurs parents, qui se mettent à hurler, forcément. Devant les autres parents, c'est comme disait l'autre, ça la foutait mal. Hein. Donc, ils essayaient d'éviter, ils avaient des consignes, ils réfléchissaient, parce qu'ils ont fait toutes sortes de saloperies, mais il fallait que tout ça, ça se passe bien, proprement, Pour que la machine tourne, sans scandale. Voilà. Possible. Voilà. Le lycée Lenbout, qui s'appelait à l'époque le lycée de jeunes filles du cours de Vincennes, la Oui. directrice, Oui. on lui avait demandé de faire des listes. Elle avait dit non, moi je ne fais pas de liste, je Ouais. ne sais pas qui est qui. Bon, Ouais. elle a été arrêtée. Oui, c'est ça. Si Elle a été libérée après, mais arrêtée quand même. si la direction résistait trop à des consignes, elle risquait évidemment, hein, du point de vue sanction, elle risquait même d'être enfermée, interrogée, etc. Mais nous, on n'a pas eu à souffrir du tout au niveau scolaire. Mais mes frères et sœurs ont porté l'étoile, hein, bien sûr. Oui, j'allais vous poser la question. Vos parents portaient l'étoile aussi? Oui, pas mon père. Ah, oui. Parce que mon père, grâce à sa connaissance du français qui était remarquable, il parlait sans accent, Oui. il a pu, et comme il a pu, il s'est procuré les faux papiers qui au début Et étaient donc travailler. étaient travaillés, et il n'était pas contrôlé dans la rue avec son étoile. Alors que ma mère, avec l'accent qu'elle avait gardé un accent. Parce qu'évidemment, elle vivait au foyer la plupart du temps, ou avec ses copines du quartier, elle sortait dans la rue pour faire des courses, c'est tout. C'était ça sa vie sociale. Je schématise beaucoup, mais c'était un peu ça. Du coup, elle avait gardé. En plus, mon père était très doué pour les langues, parce qu'il a appris un français remarquable. Ça lui a sauvé. Alors, c'est assez marrant, cette histoire de papier, ça me rappelle qu'après la guerre, c'était fini. Mon père, à un moment donné, on était plusieurs enfants, il dit « Oh, je vais vous montrer quelque chose de marrant ». On suit notre père, là-bas dans la chambre. Ça se faisait beaucoup, il y avait des cheminées, parce qu'on faisait du feu autrefois dans les maisons. Pour se chauffer, c'était beaucoup par du feu. Il y avait des salamandres, il y avait des tas de choses. Et là, il y avait un marbre sur la cheminée, ça se faisait beaucoup, avec la glace, c'est classique. Mon père arrive, il prend un marteau et il tape le marbre, et il décolle le marbre. En dessous, il nous montre 3 ou 4 cartes d'identité. Mais c'était effroyable. On disait, mais comment il ne s'est pas fait arrêter avec des papiers de si mauvais... S'il n'était pas riche. Si vous vouliez, au début en plus, les gens ne savaient pas faire des papiers de qualité. Et puis c'était un marché, les papiers. Ouais. Si vous aviez beaucoup d'argent, si vous aviez des gars expérimentés, vous aviez des papiers de qualité. Si vous aviez des amateurs, ben, vous aviez des papiers absolument dégueulasses. Et n'importe quel flic un peu malin, il disait, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des faux papiers, ça. Et mon père, je me rappelle ça, il avait les larmes aux yeux quand il a revu, un an après, comme ça lui a pris. Il a dit, ah, vous faites, j'ai mes anciennes cartes d'identité, elles sont là. On a vu ça, et nous, effectivement, c'était lui surtout qui était ému. Nous, c'était des choses de curieux, quoi. Mais c'était ça la vie aussi, la survie pendant la guerre. Bon. Alors, mon père, par exemple, il s'est fait arrêter. Alors, c'était la bataille, hein, comment se nourrir. Hein. Comment se nourrir, carte d'alimentation. Et je crois, il faudrait vérifier ça au point de vue historique, et là peut-être Yves, tu pourrais nous aider.
il me semble que pendant la guerre, les familles nombreuses dans certains quartiers ont continué à recevoir des aides de la mairie, y compris des familles juives. C'est probable parce que sinon, on se demande comment nous, on aurait pu manger. Parce que quelles étaient les ressources? Mon père travaillait de temps en temps. Alors, j'avais une belle-sœur. Ils avaient une belle-sœur qui vendait sur les marchés à Sainte-Geneviève-des-Bois des articles de petits vêtements et tout. Et de temps en temps, pour dépanner ma mère, il me faisait cadeau de quelques mouchoirs, quelques articles que ma mère, évidemment, tous vendaient pendant la guerre. Hein. Donc elle en faisait un peu de sous, ça lui faisait des petits revenus, mais c'était rien. Donc la question de l'argent, c'était terrible, trouver du travail pour mon père. Donc il fallait qu'il ait les papiers, etc., etc. C'était très difficile. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore bien compris comment il faisait. Pour manger tous les jours. Pour manger tous les jours. Et on est quand même sortis, on n'était pas des squelettes. Moi, je ne me souviens pas d'avoir eu faim. Mon frère aîné, Peut-être. il avait 12-13 ans, et bon. Mais on s'en est tous sortis, quoi. Tous. C'est quand même... Oui, c'est vraiment une série de miracles, hein, de véritables miracles. Hein. Oui, oui, vraiment. Toute la famille. Une chose aussi, dans le village où on était, à Tuffé, là, dans la Sarthe, un petit village, il y a à peu près 15 ou 20 ans de ça, avec ma sœur aînée, je suis retourné là-bas. Parce qu'on voulait retrouver les descendants de ceux qui nous avaient accueillis, qui avaient été en plus très gentils avec nous. Donc on avait tout un travail, on y tenait, quoi. Et moi, ce qui est curieux, c'est que j'avais 3 ans et demi, là, je suis retourné, j'avais 60 ans. Mes souvenirs étaient intacts, ça c'est une chose incroyable. J'avais retenu des détails morphologiques, les maisons et tout. C'était incroyable. Je ne peux pas donner trop de détails là-dessus, mais le travail de la mémoire, il y a des choses vraiment qui... J'étais persuadé que je m'étais fabriqué des souvenirs. À 3 ans, vous vous rendez compte. Puis on se racontait ça de temps en temps, avec ma sœur et tout ça, là, entre nous. Qu'est-ce qui nous est arrivé, comment on a survécu. Mais on se fabrique des images et des récits. Mais là, du point de vue des lieux et tout, ben, oui, je parlais de la tranchée, là, où on s'est réfugié. À un moment donné, donc, nous, quand on est revenus, là, il y a 20 ans, les parents étaient morts, ceux qui nous avaient accueillis, c'était les enfants. Et on leur a posé des questions, parce qu'ils avaient connu les mêmes événements que nous, comme enfants. Alors, elle dit, je voudrais vous demander quelque chose. Votre papa, il avait construit une tranchée dans un champ. Et d'après moi, le champ était là et là et là. Et lui, il m'a dit, oui, vous avez raison, c'était vraiment là que mon père avait fait un abri. Il y a un souvenir de 3 ans et demi. Comment ça m'avait marqué. Alors que, comme je vous l'ai dit, l'arrestation du 3 février 1944, elle, je l'ai reconstituée par les témoignages de ma mère et puis de mes frères et sœurs les plus grands. Vous voyez ? Enfin voilà un petit peu pour dire comment elle a disparu cette impasse? Alors cette impasse, on habitait un quartier qui était déjà désigné depuis la guerre de 14 comme un quartier insalubre, îlot insalubre. Il y avait toute une politique un peu sociale de la préfecture qui avait déjà déclaré tout l'endroit où on habitait, c'était des îlots. Il y avait un îlot qui s'appelait l'îlot insalubre numéro 11. Nous, on était dedans. Il y avait plein d'îlots comme ça qu'ils ont traités, comme on dit, traités. Et alors, il y a eu toute une opération. D'abord, les assistantes sociales sont venues voir les familles, donc c'était dans les années 53-54, faire des enquêtes parce qu'il fallait nous démolir, mais où nous reloger. Donc le relogement, c'était soit dans le 20e, pas loin, soit c'était les premiers exils en banlieue, Sarcelles et autres. Les gens c'était fini Paris. Pourquoi? Parce que les loyers devenaient trop chers, alors que les loyers à Sarcelles étaient encore abordables, logement social. Et nous, il s'est trouvé que en 1954, mes frères et sœurs aînés commençaient à travailler déjà. Les aînés, ils avaient 20 ans, etc. Donc les allocations familiales, le salaire de mon père et l'aide des enfants les plus grands qui commençaient à travailler, ça nous permettait de rester dans les HLM qu'ils ont construits et qui existent toujours, qui ont été modifiés 2 ou 3 fois, au 34 de la rue des Paloyaux. Enfin, on voit encore
et qui donne sur la rue des Amandiers. Il y a encore tout un groupe d'immeubles au niveau du 95 de la rue des Amandiers, où j'ai habité. Et 34 de la rue des Panoyaux, il y a tout un ensemble qui a été restructuré, parce qu'au début, les HLM qui faisaient, c'était vraiment des trucs industriels, c'était de la camelote, des immeubles complètement, des éponges thermiques, comme on dirait aujourd'hui, des passoires thermiques, je veux dire. Ouais. Bien sûr, parce qu'à l'époque, il fallait y aller vite, vite fait, mal fait, pas cher, c'était comme ça. Bon, je ne vais pas me lancer dans une critique des projets architecturaux d'époque. Donc nous, on a fait partie des premiers. Donc ils faisaient des enquêtes, et donc nous, on a su qu'on allait être relogés. Donc on a été relogés en 2 temps. Il y a une opération à tiroir. D'abord un premier immeuble, qu'on appelait immeuble de transit. Et puis après, il y avait un immeuble définitif, rue de Tlemcen, qui existe toujours, 23 de la rue de Tlemcen, Ouais. où j'ai habité jusqu'à l'âge de 20 ans. Voilà, et qui existe toujours, mais qui a été modifié plusieurs fois. J'habitais au 4e étage, etc. Je sais exactement où j'ai vécu, là. Ça, c'est des souvenirs de jeunesse, maintenant. Voilà, donc c'était une opération assez intéressante, mais qui a chassé de Paris des milliers d'habitants. Comme à chaque Parce fois que- qu'il y a des opérations Ah comme oui. ça. C'était le début en fait, déjà de la gentrification. On avait ça. Hein. Ça continue. Ça a bien continué, oui. Ça s'est aggravé par la suite. Au début, ça paraissait comme assez social. Puis nous, on a eu cette chance de rester dans notre quartier. Ouais. Alors, ce qui est extraordinaire, ça c'est aussi le travail de la mémoire, c'est extraordinaire. On quitte ces logements où on avait survécu, c'était pas n'importe quoi. L'endroit où là, on avait failli mourir, enfin, où être pris. Et on est allé, après, on regardait émerveillé les nouveaux immeubles qui sortaient. Les rues des Panoyaux, c'est là que j'allais à l'école. On passait devant les immeubles qui sortaient de terre sous nos yeux. On était émerveillés. Vous vous rendez compte que nous, on a connu à cette époque-là, pour la première fois, avoir une douche à la maison, de l'eau chaude à la maison. Ben oui. Un passe-saumon, vous savez dans combien on a vécu à 12 dans 36 mètres carrés. À 12 dans 36 mètres carrés, 2 chambres et demie, un seul point d'eau. Il y avait un point d'eau qui était grand, 1 mètre carré, un peu d'eau froide qui arrivait, c'est tout. Seul point d'eau dans la maison pour 12 personnes. Pas de toilette chez nous, il fallait aller aux toilettes. D'ailleurs, j'ai une photo de l'immeuble du 17 Impasse-Saumon, on voit très bien les toilettes, puisqu'elle est prise de l'extérieur. Toilette à la turque, dans la cour. Il fallait sortir. Pour toute l'impasse ou pour... Ah non, je vous parle, nous, le 17 Impasse-Saumon, Ouais. tous les gens du 17, alors les autres, c'était un petit peu pareil. Ils avaient souvent les toilettes sur le palier. Ouais. Mais nous, il n'y avait même pas sur le palier, il n'y avait pas la place. Donc oui, les conditions. Donc nous, quand on a vu les immeubles sortir et tout, qu'on a dit qu'on allait habiter là-dedans, et puis au lieu d'être 6 dans une chambre, on était 2, vous voyez, un radiateur. On connaissait les radiateurs de l'école, mais radiateur chez soi. Prendre une douche chez soi. Nous, jusqu'à l'âge de 13 ans, 14 ans, on allait une fois par semaine aux douches municipales rue Sorbier, Oui, qui c'est ça. existe toujours. Ouais. Douche municipale, on se lavait une fois par semaine. Le reste, c'était un petit gant sur le visage, Avec un seau. on se débarbouillait dans l'évier directement comme ça. Oui. Et, alors, vous voyez, le matin, on défilait les uns. Vous voyez, imaginez, on était 2-3 collés contre l'évier à toute vitesse, parce qu'il fallait prendre un peu de café, et hop, prendre son cartable et filer à l'école. C'était ça. Donc on est arrivé, pour nous c'était une arrivée. Alors, je reviens sur l'idée, on quitte ces immeubles là, qui ont été démolis, etc. Progressivement, c'est des opérations qui ont duré des années. Ça commence en 55, ça s'est terminé dans les années 85-90. C'est une opération qui s'est faite en 3 ou 4 opérations. Eh bien, imaginez-vous que une fois qu'on a eu déménagé dans les immeubles là, on ne retournait plus là-bas. On n'est même pas allé voir comment disparaissait la maison où on avait survécu. C'était pas n'importe quoi, où on avait fait nos premiers pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et il a disparu, l'impasse. Allez, ça a complètement disparu. Alors, maintenant, aujourd'hui, je me régale avec des photos. J'ai retrouvé des photos de l'impasse, de photographes du quartier et tout. Des choses magnifiques. Quand est-ce que vous avez commencé à parler de tout ça?
dans la famille, on en parlait ça, Oui. tout le temps. Ça, je me doute, mais à, Ouais. à l'extérieur. À l'extérieur, j'ai mis du temps. J'ai commencé à essayer de commencer à écrire sur l'histoire de la famille. Ouais. J'avais il y a plus de 50 ans. Ah ouais. J'ai attendu. Hein. Je savais qu'il fallait que je le fasse, et puis après, je vous ai dit, Bah oui. je suis retourné en Pologne. Parce que je voulais aussi, comme je disais, je ne veux pas quitter cette vie sans avoir mis les pieds là où mes parents avaient marché. Et puis, tous ceux qui avaient été massacrés. Quoi. Parce que là-bas, Parce qu'en fait, plus personne n'est resté de la famille. là-bas, c'est le massacre. Hein. Ceux qui sont restés. ils Pas de sont- grand-père, nous, on n'a pas eu de grands-parents. Les grands-parents, c'est au mieux une photo, une image, des souvenirs, et puis les parents qui ne parlent pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils ont immigré, ils ont abandonné leur pays. Et quand tu as, non seulement tu as abandonné le pays, mais que ceux qui sont restés ont été massacrés, la culpabilité est très forte. Donc, les parents, c'est pas volontiers, parlent pas. il fallait vraiment leur tirer les verres du nez, progressivement avec le temps, qu'ils acceptent de parler eux-mêmes de leur pays, de leurs frères, de leurs sœurs, de leur vie en Pologne, comment ils vivaient, etc. Oui. Mais j'ai eu besoin de retourner.